Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 70 de Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Voilà. Voilà. Alors les amis, c'est la dernière séance. Enfin, pas la dernière séance. Pas la dernière séance de toujours. C'est juste pour une semaine qu'on va pas jouer. Donc, bon, c'est vrai que je voulais faire que le jeu de cowboy, mais je me suis dit non, je vais faire quand même Assassin's Creed aussi. Donc, voilà, j'y fonce. Donc là, on va faire une vidéo d'une demi-heure pour Assassin's Creed et 45 minutes pour le jeu de cowboy. Et j'ai hâte de jouer à Red Dead Redemption, j'ai vraiment hâte. Hier c'était une bonne vidéo et voilà, aujourd'hui je suis sûr que voilà, enfin, j'espère que ça va être très bien aussi. Bon, pour Assassin's Creed aussi, mais c'est vrai que voilà, j'ai plus envie de jouer à Cowboy que à Assassin's Creed. Donc là, on va foncer, on va pas courir devant ces connards. Voilà, on va foncer dans notre truc des libérations. Je vous ai dit, on nous a demandé d'aller parler à notre contact. Voilà, c'est ça. Donc c'est une petite mission secondaire. On va voir. C'est fou. Non. Quelles qu'aient été les circonstances de votre arrivée, vous êtes désormais tous frères. Et votre seule chance de survie, c'est de compter sur vos frères. Sur le champ de bataille, un maillon faible peut causer la mort de toute une escouade. Réfléchissez-y. C'est l'un des responsables. Il recrute les jeunes à la force du poignet, puis les charge sur des bateaux. Il faut qu'on y mette fin. Quel est ton plan? Tuer ces hommes et libérer les enfants. Ton plan est bon, mais pas assez précis. Sais-tu te servir de ton fusil? Je touche la tête d'un mulot à 300 mètres 9 fois sur 10. La 10e, c'est que le coup n'est pas parti. Ça devrait suffire. Couvre-moi de là-haut. Il y aura de l'action. Il y aura de la bagarre et le mec va me protéger de loin. Tu es le chef templier. Ok, c'est un templier, on va se le faire. Bon, où je veux au milieu des trucs, où je trouve un raccourci pour aller là-bas. Comme ça, on zone motorisée. أنا بطلع منها ليه يا رجال شوف الثاني يجلس لكم. Voilà. J'avais deux méthodes. Où j'allais aller au milieu de la foule et buter le mec, ou sinon faire ce que je fais maintenant. Les Templiers, eux, ne cherchent que le pouvoir. Eh bien, je suis pour la liberté, je l'ai toujours été. Voilà. Si tu as besoin d'un bon fusil, compte sur moi. Voilà, c'est pas le genre de méthode que j'utilise d'habitude. Mais là, ça a été efficace et vous voyez, il n'y a pas eu d'erreur. Pom pom pom. Voilà. Même même le pote ne m'a même pas aidé, enfin n'a pas eu le temps de m'aider. La capacité tireur d'élite appelle vos recrues pour tirer sur votre cible de tous les ennemis. Donc ok, je crois que c'est quelqu'un qui se rajoute dans la guilde. Voilà. Ouais, donc ils pourront nous aider. Bah, si je joue en mode free et tout, faudra que je le teste pour savoir. Voilà, si je me fais poursuivre et tout. Les ennemis en question. Ose donner un ennemi Skipper Wilkinson. Donc ça c'est un personnage qui a été déverrouillé. Ouais, il faudra que je fasse le récent parce que là j'ai bouclé les personnages mais
Mais des fois, il m'en rajoute. Donc, je pense pas qu'il les rajoute à la fin. Voilà, vous voyez. Là, je vous lis quand même. Né en 1756, Philipper Wilkinson était chasseur et arpenteur de Virginie. En cela, il a suivi les traditions familiales, son père et son frère exerçant le même métier et étant excellent tireur, le marché local était sursaturé. En fait, même chez lui, c'était sursaturé. Wilkinson vint alors chercher du travail à New York. Malheureusement, juste au début de la Révolution, il resta neutre pendant la première partie de la guerre. Mais après avoir constaté la cruauté des actions des tuniques rouges à Boston, il commença à pencher vers le camp des rebelles, ce qui le plaça en porte-à-faux avec le reste de sa famille, dont les membres étaient loyalistes. Et bah oui, il semble que Connor ait un talent pour attirer les gens ayant des problèmes familiaux. Je te jure. 1756. C'est un jeune, hein, donc là il avait 25 ans. C'est vrai qu'il fait vraiment jeune comme dans la vidéo. Putain, là, je crois qu'ils ont été rajoutés celui-là aussi. Je me souviens pas la dernière fois. On avait commencé par Barrett. Voilà. Sinon je vous lis ça hein, au lieu de continuer le truc. Voilà. Mason Locke Wims. Mason Locke Wims, que l'on appela par la suite Pasteur Wims, fut recteur de paroisse avant de devenir libraire itinérant, écrivain et rédacteur. Il doit essentiellement sa célébrité à sa biographie de George Washington. Dans la première édition date de 1800. Il est brièvement recteur de la paroisse de Mount Vernon et compta par conséquent Washington parmi ses vailles. Je crois qu'on a lu celui-là. C'est un genre aux couleurs assez fripouille. Il avait toujours une histoire à raconter, généralement largement enjolivée, voire totalement inventée. Sa biographie de Washington qui nous apprend une anecdote désormais célèbre. Genre, bon courageusement qu'elle avait abattu le cerisier qui faisait fierté de son père. Oui, ça, ok. Ok, mais pourquoi il me le met On le connaît sous le simple nom de Lafayette, ce qui n'a rien d'étonnant. Son nom complet était Marie-Joseph-Paul Yves Roche-Gilbert du Mottier, ZB, marquis de Lafayette. Ses cartes de visite devaient être longues comme le bras. Aristocrate et militaire français, Lafayette décida de prendre part, c'est pas la galerie Lafayette, à la guerre d'indépendance, et devint l'un des plus loyaux partisans de George Washington. Et je parie que ses amis l'appelaient MJ. Mon Dieu, Lafayette arriva dans les colonies 1777, impatient de participer à l'effort de guerre. Tellement impatient, en fait qu'il s'était rendu coupable d'abandon de poste vis-à-vis de l'armée française. Lorsque cette noble institution du roi de France redécouvrit ses projets, elle fit saisir le navire à bord duquel il comptait embarquer et, selon l'un des récits, Lafayette fut contraint de se déguiser en femme pour prendre place à bord d'un autre navire en partance pour le Nouveau Monde. Bah, on l'a tous fait. Ah putain. Lafayette s'était vu promettre un poste dans l'armée continentale avant son départ de France. Mais à son arrivée, le Congrès craignait d'avoir affaire à un chasseur de glorioles afin d'arrondir les angles. Il fut proposé à Lafayette d'offrir gratuitement ses services et le Congrès, toujours soucieux des derniers publics, lui confia une commission de major général, l'équivalent d'un général de division moderne. Cela peut paraître un grade élevé pour un jeune homme qui n'avait pas 21 ans, mais Lafayette était à la fois riche et noble, et le Congrès cherchait à l'époque d'obtenir l'aide de la France. À sa place, un titre aussi ronflant m'aurait paru suspect. Ouais, donc en fait, il voulait aller en Amérique et eux, ils l'ont pas laissé, je pense, c'est ça. Lafayette fut affecté auprès de Washington en tant qu'aide de camp, probablement en partie parce que la fonction porte le même nom en anglais et en français, et les deux hommes nouèrent une solide amitié au-delà de tout aspect politique. Alors, peut-être General. Ouais. Major General. Bah, ok. Ouais, donc du coup, il était plus bas que lui, mais il l'a mis quand même avec lui. Il fut. Parce que bon, en anglais, ça veut dire la même chose. Mais c'est pas la même chose. Il fut très utile aux forces américaines. Au-delà de toute sa politique, Lafayette était un meneur d'hommes né. Il connut le baptême du feu lors de la bataille de Brandywine, où il fut blessé. Cela ne l'empêcha pas de mettre
sur pied et de mener une retraite en bon ordre qui sauva des centaines de vies. En 1779, Lafayette revient en France pour négocier l'envoi des troupes supplémentaires auprès de l'armée continentale, c'est-à-dire exactement ce que le Congrès espérait de lui lorsqu'il accepta ses services. À son retour dans les colonies, Lafayette reçut le commandement des troupes françaises et pourchassa le général Cornwallis à Yorktown. Mais il n'était pas seul, et l'affaire ne se limitait pas à un homme en pourchassant un autre dans la ville. Cela aurait manqué de dignité. Après la guerre, Lafayette regagna la France où il joua un rôle important durant les premières phases de la Révolution. Malheureusement, pour lui, il prit parti en faveur d'une monarchie constitutionnelle et dut fuir lorsque la population refusa de contenter d'une telle demi-mesure. Il revint aux États-Unis en 1825 à l'occasion des festivités du 5e anniversaire de la Révolution américaine. Du 50e, oui. Et il fut accueilli par des foules d'adorateurs. En 2002, Lafayette fut déclaré citoyen honoraire des États-Unis. Seules 5 personnes ont reçu cet honneur. The B. Mais Lafayette ne daigna même pas se présenter à la cérémonie. Je trouve ces Français d'une arrogance. Mais il était mort. Comment tu veux qu'il vienne à la cérémonie? Le mec il devait avoir 100 et quelques, putain. C'est n'importe quoi. Et là on nous donne pas l'année. Hein. On parle de 1779, on parle de 1825, ça veut dire que déjà là il y avait 46 ans. Donc il était jeune et en 1825, je sais pas, peut-être qu'il était vieux. Donc à mon avis, en plus ils ont dit qu'il avait 21 ans, à mon avis il est né comme l'autre. Mais c'est bizarre. Mais ça veut dire que il a dû vivre longtemps, peut-être jusqu'à 80 ans. Ah, 77 déjà. Je te jure. Bon, qu'est-ce que j'ai pas lu? Frère, qu'on a lu celui-là. Hein. Nicolas Biddle. En 1750, Nicolas Biddle, un ambitieux jeune marin, devint un des premiers commandants de navires de la marine continentale. Biddle rejoignit la marine britannique, le Royal Navy, en 1770, mais au début de la Révolution américaine, il offrit ses services au Congrès continental. C'était donc un traître, même s'il est toujours amusant de constater que vous autres Américains ne voyez pas les choses sous cet angle. Quoi qu'il en soit, alors qu'il n'était que simple aspirant dans la marine du roi, le Congrès lui confia rapidement le commandement d'un navire, le Franklin. En 1776, il obtint même beaucoup mieux le commandement d'un bâtiment flambant neuf, le Randolph. Hein, c'est vrai que j'ai pas vu si on a des missions en navire, merde. Les documents historiques sont muets quant aux raisons de l'ascension de Biddle. Je crois cependant être en mesure de lever ce mystère. Nous avons vu Church le recruter alors que Connor faisait escale à Nantucket. Biddle tint finalement le rôle de corsaire au profit du Congrès continental, patrouillant les routes maritimes empruntées par les Britanniques, harcelant leurs navires et mettant la main sur tout ce qu'il pouvait capturer. Sa réputation de commandant était excellente, il partageait équitablement le butin et ne recourait jamais au châtiment corporel vis-à-vis de son équipage. Quel chiffre molle, c'est lamentable. J'imagine que tu comprends pourquoi c'est un avantage lié au poste intéressant. Grave. Grave. Ah. Et quand je vois des trucs comme ça encore, merde. Amiral de Grasse. 1722, François-Joseph Paul de Grasse fut un amiral de la marine française dont le fait d'armes le plus marquant est sa victoire lors de la bataille de la baie de Chesapeake, au cours de laquelle il empêcha l'arrivée de troupes britanniques qui devaient renforcer le contingent de Yorktown. De Grasse était le benjamin d'un noble français. Il embrassa la carrière militaire à l'âge de 11 ans, lorsqu'il devint page de l'ordre militaro-religieux de Malte, où il entra dans la marine proprement dite en 1740. En 1775, titulaire du grade de capitaine de vaisseau, il aida à assurer la domination française à Saint-Dominique. Aujourd'hui Haïti, à l'époque cela devait faire bien sur son CV. Ah, Saint-Dominique est devenu Haïti. Ok. De Grasse fut promu amiral en 1781 et malgré une santé, donc c'est maintenant, fragile, expédié en Amérique afin d'y aider Washington. Sa victoire dans la baie du Chesapeake eut une telle importance que le lendemain de la réédition de Cornwallis, Washington écrivit à De Grasse pour lui
déclarait que l'honneur de la victoire lui revenait. De Grasse mourut en 1748 à la veille de la Révolution française. Ok. Aux yeux des révolutionnaires français, son statut de noble l'emporta sur l'aide qu'il avait apportée aux rebelles américains, et son domaine fut mis à sac. Ah putain, sa famille s'enfuit aux États-Unis où elle fut accueillie comme les enfants d'un héros. Ah, aux yeux des révolutionnaires français, son statut de noble. Oh, ok. Héros, héros ici oppresseur, là tout est affaire de point de vue ou d'intérêt. C'est fou, hein. Ici oppresseur, dans le truc héros. Grave. Grave. Eh ben, grave. Pouf. Ouais, donc du coup, en 1648, donc quelques années après là où on est, il y aura la Révolution française. Bon. C'est la contrée récente, personne n'était arrivé ou à l'événement. Ouais, je vais continuer à lire là directement, comme ça on continue à la partie directe. De partie, on a lu Siège de Boston. Date 19 avril 1775. Le siège de Boston débute à bien sûr, immédiatement après les batailles de l'Excitant et de Concorde. La milice coloniale qui s'était rassemblée afin d'empêcher les raids britanniques suivit les Anglais jusqu'à Boston et décida de camper devant la ville, en y enfermant les soldats de la couronne et leurs alliés loyalistes. À l'époque, Boston était une péninsule rattachée au continent par un mince ruban de terre que l'on appelle Boston Neck. Oui, il suffisait de le bloquer pour isoler la ville. Le siège dura près d'un an et ne compta qu'une seule grande bataille, celle de Bunker Hill. Mais comme dans le cas de la plupart des sièges, Boston fut mis à rude épreuve. Il y eut de nombreuses pénuries, en particulier de bois, de chauffage, et beaucoup d'immeubles furent abattus pour alimenter les cheminées. Naturellement, les Britanniques s'en prirent à tous les bâtiments et symboles associés aux rebelles. C'est ainsi que l'arbre de la liberté et les bancs de l'Old South Meeting House finirent en petits bourgs. Ok. Il prit fin peu après l'attaque et la fortification par les rebelles des hauteurs de Dorchester au sud de Boston, ce qui leur permit de bombarder le port. Le gouverneur de Boston préféra l'évacuation au combat. Le 17 mars, les navires loyalistes quittèrent la ville. De Dorchester au sud de Boston, ce qui leur permit de... Ok. Le 17 mars est aujourd'hui devenu le jour de l'évacuation et est célébré dans certaines parties du Massachusetts. Le fait que cette date coïncide avec celle de la Saint-Patrick est pure coïncidence, même si certains affirment qu'en gaélique ancien, évacuation signifie aussi boire le plus de pinte possible, jusqu'à être malade comme un chien. Alors qui sait? 17 mars, donc c'est une fête 17 mars, super, on va boire. Ça c'est cool, moi j'ai retenu que ça. Stumpact, alors, date adoptée le 22 mars 1765. Le Stumpact correspondait à une tentative des autorités britanniques de récupérer une partie de somme qu'elle avait engagée lors de la guerre contre les Français et les Indiens, la portion américaine de la guerre de 7 ans, en taxant les colons américains qui au moins en théorie avaient le plus bénéficié de ces investissements. Le Parlement anglais choisit une imposition par voie de timbre parce que c'était un moyen simple et facile à mettre en œuvre et qu'il était difficile d'y échapper. Tous les documents des gazettes aux documents notariés en passant par les licences des juristes devaient recevoir un timbre royal. Les colons de leur côté estimaient que la Grande-Bretagne n'avait nullement le droit de leur imposer des taxes dans la mesure où ils n'étaient pas représentés au Parlement. D'où le très accrocheur slogan des révolutionnaires, pas d'imposition sans représentation. Je crois qu'on a lu celui-là. Il acceptait aussi assez difficilement le sous-entendu selon lequel ils étaient responsables des dettes de guerre de la Grande-Bretagne, car la milice coloniale avait joué un rôle important dans les combats et la victoire face aux Français, bien sûr. Bien sûr. Alors l'affaire donne lieu à de très importants rassemblements de protestations orchestrés par des groupements qui se faisaient appeler les Sons of Liberty. Les commerçants déclarèrent un boycott des marchandises britanniques, plus important encore. Peut-être les personnes chargées de percevoir sa taxe furent poussées à démissionner sous la menace. Les Sons of Liberty firent même défiler dans le Boston
Dans Boston, le distributeur des timbres du Massachusetts l'obligèrent à démissionner sous l'arbre de la liberté. Quelle connerie. La taxe du timbre ne fut jamais perçue et les Britanniques reportèrent cette loi en 1766, en mars, donc un an après. Mais la victoire ne fut pas complète pour les colonies. Le Parlement vota alors le Declaratory Act, acte déclaratoire, précisant que la Grande-Bretagne disposait du droit absolu de soumettre les colons à l'impôt et que ces derniers ne pouvaient s'y opposer, sauf à fonder leur propre pays, chose que j'ai toujours rêvé de faire. C'est vrai, c'est un pacte. Donc après 2 actes, et après on reviendra. Ça sera la prochaine fois les amis, dans une semaine. Parce que là voilà, j'ai lu de ouf. J'aurais pas lu les autres parce que peut-être que j'aurais lu ça, mais là c'est bon. Je vous jure, les mecs, ils ont juste posé des questions. Ils ont vu le début de la vidéo, direct ça commence, boum, bim, on tape un mec et après, lecture, langue jusqu'à je sais pas quand. Je vous jure, un quart d'heure de lecture, je crois que j'ai jamais lu autant. Enfin, bon, on va essayer de ne pas se faire avoir. Bon là on peut monter. En fait c'est un mini fort, je sais pas où il est d'ailleurs, enfin, je sais où je suis dans la carte, mais ce fort-là, je l'avais pas remarqué. En fait, ce mini muret, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Ah, à chaque fois, avec ces trucs-là. Hein. Voilà. Bah, du coup, il reste 8 minutes, les amis. On va essayer de faire. Là, le truc de libération. En fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était ce qu'il y avait au nord, les missions secondaires au nord. Mais comme on a beaucoup lu, du coup, bah, je pourrais pas. Ce sera pour la prochaine fois. Mais c'est vrai que voilà, le temps a passé très très vite. Parce que voilà, j'ai fait que lire. Oh merde. Comme par hasard, le bataillon qui passe à côté de moi. Ouais, c'est là en fait. Ah, c'est pas le truc là, celui qui était au bar que j'avais pas vu. J'avais pas réussi à apercevoir. Merde. Ne me dis pas. Ouais, je crois, c'est ça. Ah, il était où? C'était là, hein, la chaise. Avec le type là qui disait des trucs bizarres. Bon, on va voir ce qu'il va me dire. Non, sir. On doit rester sobre au cas où vous auriez besoin d'une arme. Je ne supporte pas l'alcool. Il y a quelques années, j'ai bu une demi-flasque de rhum avec mes frères. Je me suis mis tout nu et j'ai fini dans un tas de crottin, malade comme un chien. Je ne veux pas reproduire l'expérience. Merci bien. Je respecte ton choix, au vu de ton expérience. J'aimerais bien combattre comme vous un jour. Tu as toutes les qualités pour devenir un grand assassin. Ça me touche beaucoup, vous. Ah, ok. Enfin, un truc. Oh non. Mais pourquoi il me l'a mis je comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut que je sache? En chassant avec mon père et mes frères en Virginie. Je te jure, mais qu'est-ce que ça a d'intéressant? Où as-tu appris à tirer aussi bien? En chassant. Ok. Je comprends toujours pas. On va rien faire. Ça c'est quoi? Ouais, jouer, jeu de merde là. Ouais, jouer. Non, encore ce jeu de merde. Non. C'est bon. Il casse les couilles là. Bon. À 6 minutes, je perds du temps là, putain, franchement. Putain, là, franchement. Bon, on va aller là. C'est vrai que j'ai pas d'argent finalement. Je crois que j'ai acheté le flingue là. Ah non, j'avais pas acheté un flingue à 2 canons. Parce que dans l'autre là, j'arrête pas d'acheter des armes. Et hier, j'ai acheté un beau fusil. Finalement, les fusils que je vous ai dit, un truc comme 150 et 300 $. Finalement, non.
Il y avait... non, je vous ai dit 300 et 300, mais finalement non, il y avait 150 et 300. Et donc voilà, j'ai pu acheter celui à 150, ce qui fait que maintenant j'ai une belle carabine, mais j'ai que 2 balles. Et j'ai essayé en hors caméra de faire un peu d'action avec, mais bon, laisse tomber. Elle est bonne, mais voilà, j'avais pas de balles. Et après j'ai fait un carnage dans la ville, et putain, j'ai mis du temps, mais j'ai liquidé tout le monde. Et après il m'a fait, tu restes hors la loi et tout, machin. Si tu sors de la ville, les trucs de prime là, ils vont te poursuivre et tout, ils vont même ramener l'armée, nanana. Il m'a fêté au Mexique. Ouais, c'était dans Red Dead Redemption. Voilà, c'était hier. Ça, franchement, c'est un jeu cool. Bon, là, il n'y a rien. Rien. Bon, j'aurais pu me faire une petite livraison. Il fallait que je le fasse au début de la vidéo. Là, il reste 4 minutes, j'avoue, je sais pas quoi faire. Ah oui. Oui, je vais faire un truc free. Au lieu de continuer les trucs secondaires, je vais faire un truc free, ouais. Comme ça, je vais essayer le machin de la guilde. Voilà. Ok. Normalement, c'est bon. On a déjà avancé dans le pourcentage, je pense. Avec ce qu'on a fait là, le truc là, du contact. Mais on verra. Allez. Je fais un peu d'action. Je voulais avoir le type de devant. Mais j'ai pas pu. Voilà. Mon objectif c'est d'attaquer ceux-là et après je vais me faire poursuivre et là j'ai appelé la guide. Parce que bon, là je pense que je vais m'en débarrasser assez facilement. Bon, je vais parler trop vite. Merde. Fuck. Putain, mais derrière ça. Merde. J'ai pas pu me tirer dessus. J'ai plus mon arme. Comment ça se fait ça? Mais comment c'est... Oh putain, je vais mourir. Putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Sérieux? Ok, on enlève ça. Putain, il sait pas enlever la foutue image de merde. Oh putain, putain. Venez, venez. Venez m'aider. Après la liberté qui s'est rajoutée à mes données pour que je lise, il reste 2 minutes. Ils sont pas venus, hein, les cons. Hein. Ils sont là. Oh, ils sont venus quand même. Après, comment je peux choisir le lanceur ou le tireur? C'est ça qu'il faut que je vois. Bon, ça va se terminer la vidéo là. De toute façon, je vous dirai une fois que dans les notes, je vous dirai comment j'ai choisi quel tireur, quel machin et tout dans la guilde. Mais je pense pas qu'on puisse le faire. Voilà, recrue blessé, c'est sûr. C'est pas le chapeau. Donc c'est ça en fait qu'on a lu tout à l'heure dans les recrues, c'est eux qui m'aident dans la guilde, la merde. Attendez, je vais juste voir, assassiner, capacité, émeute, escorte, embuscade, voilà, tireur d'élite. J'ai bien ça. Ah, ok, c'est pas ça. Ça c'est les missions pour que, parce que là pour l'instant je fais que assassiner, je fais pas d'émeute, je fais pas d'autres choses. Ou peut-être qu'ils sont englobés dans les mêmes trucs. Je sais pas. Je vais voir, comme ça on va profiter, on va voir
Ouais, ils sont englobés dans les mêmes trucs. Donc voilà, c'est juste ça. C'est pas le mec qui m'aide et tout. Bon, on s'en fout. De toute façon, je vous dis, et les amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 70 Assassin's Creed 3. Vous étiez avec Max. Là, on va se voir dans Red Dead Redemption. Allez, ciao.